Maintenant, on va parler des troubles de l'équilibre pondéral, mais le cours d'aujourd'hui concernera essentiellement l'obésité. Cette obésité, qui est définie par une IMC supérieure ou égale à 30 kg par mètre carré, évidemment, quand le degré d'obésité diffère selon l'IMC, à partir de 30 c'est la classe 1, à partir de 35 on est dans l'obésité classe 2, et à partir de 40 on est dans l'obésité classe 3. Et évidemment, le degré de gravité est différent et plus grave quand vous atteignez des obésités à partir de 35 kg. Bon, ce problème d'obésité est connu depuis longtemps. La différence, c'est qu'il y a, enfin, ce qu'en témoignent les différentes sculptures, peintures, etc., et réalisées par des artistes. Mais la différence, c'est qu'avant, c'était un signe plutôt de richesse. Ça appartenait à une certaine classe. Et maintenant, c'est devenu une maladie fréquente et qui n'a pas beaucoup de rapport avec la richesse, puisque il y a un changement de l'environnement dans l'augmentation de la sédentarité et l'augmentation surtout des apports caloriques. Et dans certains pays, ce sont les pauvres des pays riches qui sont affectés par ce d'obésité. Donc, quand on définit l'obésité, on dira que c'est rarement une maladie ou rarement le syndrome d'une maladie précise, mais beaucoup plus un état d'origine multifactoriel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une cause à l'obésité, il y a de multitudes de causes, mais qui malheureusement vont ensemble s'associer à un syndrome métabolique, à une insulinorésistance, et ces deux-là seront responsables d'une grosse morbidité et mortalité cardiovasculaire. Donc, quand est-ce qu'on parle d'obésité? Quand le contenu en graisse dépasse 15 à 20% chez l'homme et 25 à 30% chez en commençant par l'étude sémiologique, l'interrogatoire est capital et même indispensable et très 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 lent dans le cas de l'obésité. On va prendre l'essentiel de l'interrogatoire et vous allez voir que il y a beaucoup de paramètres, notamment les paramètres psychologiques qui vont interférer, l'ancienneté de l'obésité, etc. Donc cet interrogatoire est très important. Il va dépendre étroitement de la relation médecin-malade parce que souvent, quand quelqu'un se présente pour une obésité, il aura fallu déjà beaucoup de temps pour soit accepter de se présenter ou de consulter pour une obésité, ou si c'est le cas d'un enfant, c'est plutôt les parents qui sont plutôt inquiets et ça demande une grande relation médecin-malade. Il est difficile parce qu'il est lent et précis. Il dépend aussi de l'état psychologique du patient. Est-ce qu'il accepte cette obésité? Est-ce qu'il veut maigrir? Est-ce qu'il ne l'accepte pas par rapport à la discrimination sociale et par rapport au regard des autres? Et tout ça, c'est compliqué. Donc, on recherche dans la famille s'il y a des antécédents d'obésité, s'il y a un problème héréditaire, génétique, etc. On essaie de voir la courbe de poids dès l'enfance. Et puis, on voit également si la progression lente ou a été rapide en quelques mois. Et la meilleure façon de le faire, c'est de comparer l'état actuel à des photos antérieures et ça pourrait donc aider dans le diagnostic et la recherche. Ce qui est important dans l'interrogatoire également, c'est les circonstances de survenue. Ça peut être déclenché par une situation de stress telle que le décès d'un parent proche, après le mariage, le service militaire, le cycle menstruel et d'autres situations de stress qui peuvent conduire la personne à changer de, de comportement alimentaire. On a vu la dernière fois le grignotement qui est un facteur déterminant dans l'obésité ou la polyphagie, etc. Tout ça peuvent conduire à l'état donc d'obésité. Les circonstances déclenchantes sont donc en fait un choc émotionnel à la puberté, l'arrêt du tabac,
La grossesse, souvent il y a une prise de poids pendant la grossesse. La contraception est source également d'une prise de poids. La réduction de l'activité sportive, une prise de médicaments, notamment de neuroleptiques, certaines tumeurs hypophysaires et la prise de corticoïdes. Donc en fait, on doit non seulement rechercher tout ce qui est en rapport avec la psychologie du patient, avec la prise médicamenteuse, avec la famille, avec tout ce qui est socio-culturel, socio-professionnel, et tous ces éléments peuvent donc être ou déclencher eux-mêmes une situation d'obésité. Vous allez comprendre quelles circonstances. Le comportement alimentaire, donc il y a l'hyperphagie et la polyphagie, donc c'est l'augmentation de la faim ou la diminution de la satiété conduisant à une hyperphagie ou une multiplication des repas. Donc en fait, c'est les personnes qui mangent beaucoup et qui ne savent pas s'arrêter de manger parce qu'il n'y a pas cette sensation de satiété. L'autre comportement alimentaire qui est important, c'est le grignotement, c'est le fait de manger entre les repas. Et enfin, l'absence de faim et l'absence de satiété chez un nombre de patients. Ce qu'on doit rechercher également dans l'obésité, c'est ce fameux équilibre entre les dépenses et les apports. C'est-à-dire ce qu'on gagne comme calories par rapport à l'alimentation et ce qu'on perd comme calories par rapport aux dépenses journalières. Nous sommes actuellement dans un état de sédentarité à cause de la motorisation, à cause les gens marchent de moins en moins et les ordinateurs qui nous poussent à rester des heures et des heures en position assise, la télévision, l'automatisation, l'automatisation par exemple, les téléphones portables, tout ce qui fait fonctionner les choses d'une manière automatique, ça nous empêche de bouger. La bouffe qui contient beaucoup de calories, etc. Et regardez, quand on compare en 2010 et en 1980, c'était la télévision qui était grosse. Les gens étaient maigres, mais maintenant on a réduit, on a des écrans tout à fait plats. Mais par contre, les gens ont augmenté de volume. Mais quand vous conjuguez la sédentarité avec des heures et des heures à regarder la télévision et avec le smartphone maintenant, vous accumulez sans aucun doute une prise de poids. Ce qui a changé également dans les 20 dernières années, c'est la ration calorique. On est passé par exemple dans les portions de frites de 210 calories à actuellement 610 calories, donc ça a triplé. La portion de pizza par exemple, de 500 calories, on est passé à 850 calories, et le hamburger est passé de 330 calories à peu près 600 calories. Donc, c'est en quantité et en qualité. Et même les boissons sucrées, vous avez vu les boissons hyper sucrées et dont la quantité a nettement augmenté. Même actuellement, la pizza, vous avez des pizzas géantes ou méga ou XXL qui sont un véritable danger pour l'obésité. Donc, sur le plan psychologique, il y a l'écoute attentive qui est très importante, le vécu de l'obésité par rapport à la société, le désir ou non de maigrir, et différencier entre une obésité organique et hystérique ou psychomaniaque qui nécessiterait peut-être un apport psychologique plus poussé ou une relation avec la psychiatrie, etc. Donc, du coup, il y a des points essentiels. C'est d'abord demander au patient qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut maigrir ou non, etc. Et puis, donc, si vous avez mis le point sur cet aspect-là, vous devez d'abord écouter attentivement les souhaits du patient et ses on regarde un peu les antécédents familiaux. Il y a des obésités génétiques familiales. Regardez cette famille peinte par Bottero, où il y a les deux parents et les enfants qui sont déjà dans un état d'obésité importante. Donc on regarde du côté des parents, les habitudes alimentaires au niveau de la famille,
Est-ce que c'est un enfant surprotégé? Je vous ai parlé hier de, d'un bébé né hypotrophique juste après la naissance. Les parents ont peur, ils vont surprotéger cet enfant. C'est souvent un enfant unique ou une grossesse précieuse et tout le monde va s'y mettre, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, à ramener plein de choses à cet enfant au fur et à mesure qu'il grandit. Et puis voilà, on va fabriquer un obèse en si peu de temps. La taille familiale non identifiée, recherche de facteurs de risque qui sont associés souvent à l'obésité, c'est l'hyperlipémie, le diabète, l'hypertension et qui vont conduire toutes aux problèmes de maladies cardiovasculaires. Bon, on a besoin de quoi pour poser le diagnostic d'obésité? Donc, rien. Je vous ai montré la définition au début, c'est la définition et en même temps le diagnostic. Donc, on calcule le BMI et on classe notre obésité. Avant, on faisait le prix tricipital. On n'en a pas beaucoup besoin maintenant. On ne le fait plus pratiquement. Et donc, à partir du moment où vous êtes à plus de 30, vous êtes dans l'obésité et vous avez la définition de l'OMS, classe 1, classe 2, classe 3. On peut également classer l'obésité en obésité modérée si on a 20 à 50% de plus de poids et sévère quand on a 50 à 200% de plus de poids par rapport à... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est la définition de l'OMS, que je répète pour la troisième fois. Donc, 30, à partir de 30, c'est l'obésité. À partir, donc, classe 1, classe 2 à partir de 35 et classe 3 à partir de 40. Et là, à partir de 35, on va faire très attention parce que, en fait, les problèmes vont commencer sur le plan cardiovasculaire et souvent très difficile d'aboutir à des réductions de poids à ce niveau-là. Et on propose souvent des solutions telles que la chirurgie bariatrique, qu'on appelle communément chirurgie métabolique. Bien, préciser la répartition des graisses ou le type d'obésité, c'est le rapport tour de taille sur tour de rond sur tour de taille. On a deux types d'obésité, on a l'obésité androïde et on a l'obésité gynoïde. Donc, cette obésité androïde, c'est la plus dangereuse parce qu'elle favorise des complications cardiovasculaires et elle intéresse la partie supérieure du corps au-dessus de la ceinture. Par contre, l'obésité gynoïde, elle intéresse la ceinture et les cuisses, c'est ce qu'on appelle communément la culotte de cheval et surtout favorise des complications mécaniques. Et vous avez des patients qui ont un hallux valgus, des déformations des genoux, des chevilles, c'est beaucoup plus des problèmes mécaniques. Et on peut avoir bien sûr les deux. On appelle ça une obésité mixte, androïde et gynoïde. Et on a ce qu'on appelle la fausse obésité féminine. C'est un état physiologique, mais quand vous pesez, vous avez une IMC normale, mais vous avez l'impression qu'il y a un état d'obésité. Il n'y a pas d'impression en médecine, il faut être objectif et calculer votre IMC. Voici la différence entre les deux qui montre un peu l'hétérogénéité de l'obésité. L'androïde, ça ressemble à une pomme, c'est-à-dire c'est la partie supérieure du corps, et l'obésité androïde, ça ressemble à une poire, et c'est beaucoup plus, comme je vous ai dit, des problèmes mécaniques. C'est là le problème, c'est des problèmes de métabolisme, de complications cardiovasculaires. Quand on fait un scanner chez les deux, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'accumulation de graisse intra-abdominale chez l'obésité androïde, et c'est ce qui est dangereux. Et le tour de taille qu'on va vous montrer tout de suite après est l'équivalent du scanner, c'est-à-dire le tour de taille à lui-même peut vous donner une idée assez précise sur la présence d'une obésité. Comment calcule-t-on un tour de taille chez une personne? Ben, il faut respecter ces mesures, c'est-à-dire prendre la côte, localiser la côte inférieure, localiser la crête iliaque, et à mi-distance entre les deux, vous prenez votre tour de taille, parce qu'il y a souvent des problèmes liés à une obésité liée après la grossesse qui donne une augmentation du volume du ventre, etc. Ça pourrait vous donner de faux chiffres. Donc il vaut mieux se référer à ce schéma-là
Donc la distance, la mi-distance entre le bord inférieur de la côte inférieure, la dernière, et puis la crête iliaque. Et à mi-distance, vous prenez votre tour de taille. Les résultats sont simples. Si vous avez un homme qui a plus de 102 cm, il a une obésité androïde. Si c'est une femme qui a plus de 88 cm, elle a également une obésité androïde. Donc c'est très simple, retenez deux chiffres. Chez la femme, 88, à partir de 88 cm, chez l'homme, à partir de 102 cm. Pourquoi j'insiste particulièrement sur cette obésité androïde? Parce qu'en fait, le risque cardiovasculaire va dépendre, va dépendre de l'IMC. Regardez quand vous avez de l'IMC et du tour de taille. Vous avez par exemple un BMI normal avec un tour de taille normal, le risque est moindre sur le plan cardiovasculaire. Si vous avez par exemple un BMI normal mais un tour de taille qui dépasse 102,88, et c'est pour ça qu'il faut faire plus attention quand vous avez des sujets de petite taille qui sont un peu enrôlés, il suffit qu'il y ait un tour de taille qui dépasse les normes, le risque est augmenté, même s'ils ont une IMC normale. Quand ils sont en surcharge pondérale, le risque est augmenté, et si la surcharge pondérale est associée à un tour de taille élevé, vous avez le risque qui est élevé. Et à partir du moment où l'obésité est de classe 1, avec un tour de taille normal, le risque est déjà là. Si vous avez une obésité classe 1 avec un tour de taille anormal, le risque est très élevé. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un pèse-personne, une toise pour calculer donc, le poids et la taille, et donc du coup l'IMC de la personne. Et il faut un mètre ruban pour prendre le tour de taille, et vous avez donc la réponse à donner ou à formuler, ou l'éducation thérapeutique que vous allez expliciter au patient et lui dire que voilà, la situation dans laquelle vous êtes peut être dangereuse dans la mesure où vous avez, en plus de la surcharge ou de l'obésité, un tour de taille qui dépasse les normes. Et donc, à partir du moment où vous dépassez les normes, vous êtes à risque de développer des événements cardiovasculaires, etc. Et regardez, donc, il n'y a pas que ça, il y a le diabète de type 2, le syndrome métabolique, on en a parlé, la maladie cardiaque, l'hypertension artérielle, le risque de dyslipidémie, d'accident vasculaire, certains cancers aussi. Donc l'obésité est vraiment dangereuse parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit cancer? Ça veut dire qu'en comparant deux populations, les gens qui sont obèses font plus de cancers que les gens qui ne le sont pas. Le syndrome d'apnée du sommeil qui peut lui-même être à l'origine donc d'hypertension artérielle, du diabète, l'arthrose, des lithiases vésiculaires, des problèmes psychosociaux, l'insuffisance veineuse, les varices des membres inférieurs, etc. Il y a beaucoup les intertrigomammaires, quand il y a un frottement entre les différentes parties du corps, ça donne des candidoses, ça donne des frottements importants, et ça pourrait être à l'origine de candidoses, d'infections cutanées, etc. Et puis, sur le plan vécu, sur le plan c'est des gens qui restent sédentaires, qui sont tout le temps à la maison, ils ne peuvent pas sortir, et les problèmes s'accumulent. Et le dernier problème en date, c'est en fait ce qu'on appelle maintenant la stéatose hépatique non alcoolique, la NASH. C'est une accumulation de graisse au niveau du foie. Cette accumulation de graisse augmente le risque de maladie cardiovasculaire, elle augmente le risque de cirrhose et elle augmente le risque de cancer primitif du foie. Donc en fait, attention, quand vous prenez du poids, et surtout quand vous avez cette obésité androïde qui concerne le ventre, voilà, ou l'obésité viscérale, le risque, c'est aussi l'accumulation de graisse au niveau du foie et qui n'épargne aucun organe. Les obésités morbides, en fait, c'est quand vous avez une IMC à partir de 35. Chez le cas de cette maladie, évidemment, il est supérieur à 45 ou 50. Et c'est là que commencent tous les problèmes. Donc, regardez cette dame qui c'était en 2016 la plus grosse femme du monde.
quand elle mange, on la gave. On la gave comme les canards pour avoir un foie gras chez les canards, on les gave. Donc on met un entonnoir et on leur met une alimentation. Bon, c'est du lait, ou c'est du jus, ou c'est n'importe quoi. L'essentiel, regardez ce que peut manger ou prendre comme liquide cette dame pendant 24 heures. Et c'est énorme. Et c'est énorme. Et à l'époque, elle pesait 770 kilos. Cette dame aussi, regardez, elle est obèse depuis le jeune âge et elle aboutit donc à une situation de 725 kilos. euh, et c'est chez deux femmes qui ont cette obésité morbide, il n'y a pas trop de solutions. C'est la seule solution, c'est la chirurgie métabolique qui peut donc solutionner leur problème. Parce qu'en plus de l'obésité, il y a le diabète, il y a l'hypertension artérielle et plein d'autres complications. Maintenant, on va citer quelques étiologies des obésités. Elles peuvent être constitutionnelles, c'est-à-dire dès l'enfance, c'est souvent un problème familial. Psychogène, elle peut être liée à un problème génétique, c'est l'adiposité, syndrome adiposo-génital. Ça peut être un adénome de la prolactine qui sécrète beaucoup de prolactine et qui entraîne le syndrome d'aménorrhée galactorrhée plus obésité. Le syndrome de Cushing qui donne plutôt une obésité facio-tronculaire, on verra ça en endocrinologie, l'hypothyroïdie et l'hypoglycémie organique, c'est quand vous avez certaines tumeurs du pancréas qui commencent à sécréter de l'insuline, on appelle ça l'insulinome, et qui entraîne une prise de poids accompagnée d'hypoglycémie ou certaines tumeurs mésenchymateuses qui peuvent sécréter une substance qui ressemble à l'insuline. Et je vous l'ai déjà dit, l'insuline est une hormone anabolique. S'il y en a beaucoup, ça va augmenter, ça va entraîner un excès de poids chez les personnes. Donc, retentissement de l'obésité et les facteurs de risque associés, donc les maladies cardiovasculaires et l'hypertension, le syndrome d'apnée du sommeil, l'hyperlipémie, le diabète sucré, l'arthrose, l'insuffisance respiratoire restrictive, la lithiase vésiculaire, l'intertrichomammaire, l'hernie de la ligne blanche, le retentissement psychologique, l'insuffisance veineuse, certains cancers et l'altération de la qualité de vie pour répéter un peu ce que je viens de dire, mais pour résumer tout ça sur une seule page. Donc en fait, ce n'est pas drôle, ce n'est pas tout à fait banal ou anodin d'avoir une obésité. Il faut donc s'y prendre très tôt, dès les premières prises de poids, ne pas prendre les choses à la légère, faire du sport, marcher, essayer de contrecarrer la prise alimentaire par des dépenses caloriques importantes et bien sûr faire un bilan qui permettra de rechercher les conséquences et surtout les maladies associées à cette obésité. Il faut évidemment la prise en charge en milieu spécialisé. Et je vous remercie pour votre attention.